Bogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, le ciel iranien n'est plus un sanctuaire américain. En pulvérisant des F-15 et 2 hélicoptères Black Hawk, Téhéran transforme ses nouveaux missiles en un mur de feu infranchissable. Donald Trump maintient l'ultimatum du 6 avril à l'Iran, la fin immédiate du blocage du détroit d'Ormuz sous peine de frappes militaires massives contre les infrastructures civiles vitales du pays. Et puis nous irons à Raza ce soir où l'effondrement du réseau électrique paralyse désormais les infrastructures sanitaires et hydrauliques, provoquant ainsi une urgence humanitaire absolue. Et l'envolée du gasoil au-delà de 14,50 dirhams asphyxie le pouvoir d'achat des Marocains, transformant chaque plein en un véritable luxe inaccessible pour les classes moyennes et précaires. Et enfin, dans notre dossier guerre en Ukraine, Zelensky et Erdogan négocient à Istanbul une trêve pour la Pâque orthodoxe, incluant l'arrêt des frappes énergétiques. Bonsoir à toutes et à tous. Ce 36e jour de guerre au Moyen-Orient, le porte-parole du commandement iranien de la défense aérienne, Khatam al-Anbiya Ibrahim Zolfaqari, a déclaré ce samedi que les forces iraniennes ont eu recours à de nouvelles technologies de fabrication locale pour contrer plusieurs vecteurs aériens américains. Selon un communiqué relayé par l'agence de presse officielle IRNA, ces nouveaux systèmes opérés par le corps des gardiens de la révolution islamique auraient fait preuve d'une efficacité exceptionnelle lors d'engagements survenus vendredi. Le commandement iranien affirme par ailleurs avoir neutralisé un large éventail de cibles de haute technologie, notamment un chasseur furtif de 5e génération F-35 ainsi qu'un avion d'attaque au sol A-10, 3 unités de type MQ-9 et Hermès, 2 missiles de croisière dotés de technologies furtives ainsi que 2 hélicoptères de transport de type Black Hawk. Le vendredi 3 avril, 35e jour de la guerre imposée par les ennemis sionistes et américains, fut un jour de grande fierté pour les unités de défense aérienne du pays. Les courageux combattants de l'islam ont porté des coups puissants, rapides et précis aux avions de chasse, hélicoptères, drones et autres aéronefs ennemis, en abattant un nombre significatif. Comme nous l'avons déjà affirmé, nous démontrons nos capacités sur le champ de bataille. L'ennemi doit savoir que nous comptons sur de nouveaux systèmes de défense aérien conçus par les jeunes, compétents et fiers citoyens de ce pays que nous déployons un à un sur le terrain. Nous parviendrons assurément à la maîtrise totale de l'espace aérien de notre pays et à humilier plus que jamais l'ennemi faible aux yeux du monde. Alors que l'Iran garde le détroit d'Ormuz bloqué, le président américain a rappelé ce samedi l'ultimatum de 10 jours lancé à Téhéran pour ouvrir ce dernier ou conclure un accord sous peine de voir, je cite, les États-Unis déchaîner les enfers sur le pays. Cet ultimatum qui se conclut dans 48 heures. Pour Donald Trump, l'Iran dispose encore donc de 48 heures pour débloquer cette voie maritime stratégique. Le président américain affirme sur son réseau Truth Social qu'il était facile pour Washington de rouvrir le détroit par la force pour prendre le pétrole et faire fortune. Fin de citation. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé avoir été notifiée par les autorités iraniennes de l'impact d'un projectile aux abords de la centrale nucléaire de Bushehr ce samedi. Selon les premières constatations communiquées par l'agence sur le réseau social X, l'incident a entraîné le décès d'un agent de sécurité mortellement touché par un éclat. Sur le plan matériel, des ondes de choc et des débris ont causé des dommages à l'un des bâtiments secondaires du complexe. De son côté, l'agence de presse officielle Tasnim a précisé que les infrastructures critiques de la centrale n'ont pas été atteintes. La continuité de l'exploitation est assurée et aucun impact sur la production d'électricité n'est à déplorer.
Et selon les médias d'État iraniens, un hôpital psychiatrique de Téhéran a subi des dommages à la suite de frappes américano-sionistes survenues dans son secteur. Bien que l'établissement d'El Haram Sina n'ait pas été directement visé, les déflagrations environnantes ont dégradé une partie du bâtiment. Le directeur de l'hôpital, Mohamed Asghari, a précisé que les dégâts ont été causés par des éclats d'obus. Aucune victime n'est à déplorer. Dans le service situé en face du lieu de l'explosion, des patients étaient hospitalisés. Le service le plus proche du lieu de l'explosion était heureusement vide cette nuit-là, compte tenu du contexte de vacances et le personnel était absent. Cette nuit-là, nous avions 30 patients hospitalisés en raison des dégâts. L'hôpital était privé d'électricité. Toutes les vitres, fenêtres et portes étaient brisées. De nombreux murs se sont effondrés et l'hôpital a été touché par de multiples éclats d'obus. Dans la nuit, nous avons transféré les patients vers d'autres hôpitaux. Les universités iraniennes n'ont elles aussi pas été épargnées par les attaques américano-sionistes. Le ministre iranien des Sciences a déclaré ce samedi que plus de 30 universités ont été visées depuis le début du conflit, précisant que ces établissements avaient été délibérément ciblés. En réponse à ces attaques, Téhéran a menacé de s'en prendre par mesure de représailles aux universités américaines implantées au Moyen-Orient. Le palais de Golestan à Téhéran, chef-d'œuvre de l'époque Qajar, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été gravement endommagé lors de récentes frappes aériennes. Des images montrent notamment la destruction de miroirs de plafond d'une importance historique inestimable datant du 19e siècle. D'autres sites majeurs à Ispahan, incluant une mosquée et un palais, joyaux architecturaux inscrits au patrimoine mondial, ont également été touchés. Dans ce contexte, l'UNESCO a exprimé sa profonde inquiétude face à ces pertes, tandis que le ministre iranien de la Culture, Reza Saleh-Amiri, a dénoncé une attaque délibérée contre l'identité et la mémoire du peuple iranien. S'attaquer aux institutions scientifiques, c'est appartenir à l'âge de pierre. Un pays civilisé, un gouvernement civilisé ne cible jamais les institutions du savoir, les laboratoires ou les centres de recherche. Ils seront certainement déçus et échoueront dans cet objectif. Le développement scientifique en Iran ne s'arrêtera pas. Le potentiel scientifique de l'Iran est illimité. Il repose sur ses étudiants, sur le talent iranien, sur la créativité et l'intelligence iranienne qui sont inépuisables. Vous l'aurez compris, Madame, Monsieur, presque toutes les infrastructures iraniennes ont été détruites ou lourdement endommagées depuis le début de la guerre. Le complexe sportif Azadi de Téhéran, bastion du sport national depuis 1974, n'est plus qu'un champ de ruines. L'attaque a pulvérisé le stade de 12 000 places ainsi que les infrastructures clés des fédérations de cyclisme et d'aviron, laissant les athlètes et la population dans un état de choc profond. Au-delà des pertes matérielles, c'est un pan entier de la mémoire collective qui s'est effondré. Des figures et des stars du basketball et du football ont dénoncé un crime de guerre, frappant un symbole de fierté nationale. On écoute. Tout le cœur des Iraniens est meurtri par cet incident. C'était un lieu fréquenté par tous. Tous les grands matchs de basketball et de volleyball s'y déroulaient et nous y avons tant de souvenirs. Tous mes souvenirs de jeunesse sont liés à cet endroit. Le voir dans cet état m'a vraiment brisé le cœur. Assister à cette destruction est insupportable et c'est un crime de guerre impardonnable. Pendant ce temps, la riposte iranienne ne faiblit pas. Téhéran a bombardé plusieurs endroits des territoires palestiniens occupés. Les régions de Ramat Gan et de Tel Aviv ont été touchées, causant d'importants dégâts matériels. Les services de secours sionistes sont intervenus sur plusieurs sites d'impact dans le centre des territoires palestiniens occupés.
Le corps des gardiens de la révolution islamique a mené des frappes intensives ciblant plusieurs centres industriels et militaires américano-sionistes. Selon un communiqué publié ce samedi, la 94e vague de l'opération Promesse sincère 4 consistait en une attaque complexe ayant provoqué d'importantes destructions et de vastes incendies dans le centre et le sud de la Palestine occupée. Le rapport indique que ces frappes ont atteint des cibles stratégiques du régime sioniste dans le Negev à Dimona, ainsi que dans le centre de Jaffa occupé. Cette riposte a été exécutée à l'aide de drones kamikazes et de missiles balistiques lourds à propulsion solide et liquide. Et ce samedi, 3 pays du Golfe ont été touchés par des retombées liées à des ripostes iraniennes de grande envergure. À Dubaï, les autorités disent avoir maîtrisé un incident mineur après la chute de débris sur la façade du bâtiment de l'entreprise Oracle. À Bahreïn, l'interception d'un drone iranien a projeté des éclats qui ont fait 4 blessés. Et enfin, en Arabie Saoudite, la défense civile a fait état du déclenchement d'une alerte précoce dans l'est du pays, sans toutefois préciser l'ampleur des dégâts. Et puis l'Irak également touché. Ce samedi, une série d'attaques coordonnées au moyen de drones a frappé des infrastructures pétrolières stratégiques dans la province de Basora au sud du pays. Tôt ce matin, des engins explosifs ont provoqué d'importants incendies dans des entrepôts de stockage appartenant à des multinationales pétrolières situées à l'ouest de la ville. Les images de surveillance et de captations aériennes témoignent de la violence des sinistres. À noter que le champ pétrolier de North Rumeila, exploité par la compagnie britannique BP, a également été la cible de 2 drones. Parallèlement, des dommages matériels significatifs ont été signalés au sein du complexe de Borj Essia, touchant spécifiquement des installations liées aux sociétés de services américaines Halliburton et KBR. L'Irak qui a ordonné jusqu'à nouvel ordre la fermeture du poste frontière de Chalamjeh à la frontière avec l'Iran après que des frappes aériennes survenues en territoire iranien ont coûté la vie à un ressortissant irakien ce samedi. Le bilan fait état d'un mort et d'au moins 5 blessés irakiens dont la plupart se trouvent dans un état critique. Il y a une demi-heure, une attaque a eu lieu au poste frontière iranien contre des voyageurs irakiens, faisant 5 blessés et un martyr. Nous coordonnons nos efforts avec nos frères de la République islamique dans la province du Khuzestan afin de récupérer le corps du martyr et de rapatrier les blessés. En parallèle, la Jordanie a annoncé avoir intercepté 261 des 281 missiles et drones ciblant son territoire, affirmant que ces frappes visaient des objectifs nationaux et non des intérêts étrangers. Le général Mustafa Hiyari a réaffirmé la neutralité du pays, refusant l'utilisation de son espace aérien par des forces étrangères tout en coopérant avec ses alliés pour sa défense. Depuis le début de la guerre, l'Iran a ciblé le territoire du royaume hachémite de Jordanie avec 280 missiles et drones, dont 161 missiles et 120 drones. Tous ces tirs visaient des installations et des sites vitaux situés en territoire jordanien, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas en transit mais bien la cible visée, le royaume hachémite de Jordanie. Dans le cadre de la défense du territoire du royaume, des mécanismes de coopération ont été activés. Une coordination a également été maintenue avec l'autorité de l'aviation civile afin de réglementer l'aviation civile et de garantir l'exactitude des procédures mises en œuvre pour préserver la sécurité de l'espace aérien jordanien. Et puis le Liban, toujours sous le feu des bombardements sionistes, un bâtiment et une station-service ont été endommagés ce samedi à la suite de frappes sionistes nocturnes sur la banlieue sud de Beyrouth. Pour rappel, depuis le début de l'agression, plus de 1300 personnes ont été assassinées, environ 1/5 de la population libanaise a dû être déplacée de force.
Et puis on revient sur la triste et macabre situation à Gaza qui subit toujours des agressions sionistes au quotidien. Le bilan de ce génocide s'est une nouvelle fois alourdi ce samedi, atteignant les 72 291 martyrs et 172 068 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les hôpitaux de la bande ont enregistré 2 nouveaux martyrs et 25 blessés ces dernières 24 heures. Et les pénuries chroniques d'électricité à Gaza, exacerbées par le blocus et le génocide, plongent la population dans une crise humanitaire désastreuse. Elles paralysent les hôpitaux, interrompent l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées, aggravant ainsi la famine et mettant en péril la vie de millions de Palestiniens. Madame Zenzitoune. Dans une enclave dévastée par plus de 2 ans de génocide, la population de Gaza traverse une crise humanitaire sans précédent. Une situation qui risque de s'empirer avec les pénuries d'électricité prolongées et leurs répercussions sur les services essentiels. Les Gazaouis ont un accès limité à l'eau, aux soins de santé et à l'assainissement. Les stations de dessalement et d'épuration sont à l'arrêt, entraînant le déversement d'eau usée dans la mer et une pénurie d'eau potable. De nombreux civils peinent à accomplir les tâches les plus élémentaires au quotidien, à l'image de Mohamed Habib. Je transporte de l'eau dans des petits récipients. Nous n'avons pas de grandes citernes, même pas celle de 500 litres. Alors nous devons faire des allers-retours constants et l'eau n'est pas toujours disponible. Parfois mon fils revient sans avoir pu les remplir. Face à la persistance des pannes d'électricité dans l'enclave, le maintien des services essentiels devient de plus en plus difficile à assurer. Cette crise énergétique persistante a eu un impact considérable sur les hôpitaux essentiels, qui dépendent fortement des générateurs pour continuer à fonctionner. Si les générateurs s'arrêtent, ce sera une catastrophe et un réel danger pour tout le personnel hospitalier, en particulier les prématurés, les patients dialysés et ceux en soins intensifs, ainsi que pour les banques de sang. La plupart des services seraient paralysés. Nous tirons la sonnette d'alarme. Les hôpitaux seront incapables de fonctionner si le carburant et le pétrole ne sont pas acheminés au plus vite. Les organisations humanitaires internationales ont mis en garde contre un effondrement potentiel des services essentiels à Gaza en cas de coupure d'électricité, un seuil critique aggravant la situation dans les hôpitaux. Les hôpitaux et les centres médicaux de Gaza qui parviennent encore à fonctionner sont soumis à une pression immense et risquent de s'effondrer. Ces hôpitaux fonctionnent avec des pénuries d'énergie, de fournitures médicales et d'équipements. L'insécurité et les coupures compliquent également la distribution de l'aide, ce qui soumet la population à une famine généralisée. Une situation dramatique et des besoins humanitaires de plus en plus urgents. Les Gazaouis souffrent le martyre. Zoom à présent sur le dossier sahraoui. Plusieurs formations politiques espagnoles, dont le Parti communiste de Murcie et la gauche unifiée, ont profité d'une visite dans les camps de réfugiés pour dénoncer les exactions marocaines au Sahara occidental. Ces derniers ont fermement condamné les violations des droits de l'homme, le sort des prisonniers politiques et l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies, réaffirmant par là même leur soutien indéfectible au droit à l'autodétermination et à la souveraineté du peuple sahraoui. Plusieurs voix influentes en Espagne, issues des milieux politiques et médiatiques, se mobilisent pour réaffirmer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément au droit international. Le député José Luis Álvarez Castellanos salue ainsi la position du Parlement de Murcie contre toute solution unilatérale, tandis que des observateurs comme Victoria Gracia Correa et le militant Alves Vito Alvarez ont dénoncé une occupation qui a évolué vers un véritable système de pillage économique des ressources naturelles. Ils alertent de concert sur le silence complice de la communauté internationale qui, par son absence de sanctions, favorise la persistance des violations des droits humains par le colon marocain.
On en parlait en titre au Maroc. La politique énergétique sur les carburants n'est plus une simple question de marché. C'est devenu le symbole d'une indécence systémique sous couvert de la libéralisation. Le pouvoir a orchestré un désengagement de l'État qui s'apparente à une trahison sociale en livrant les Marocains aux appétits voraces d'un oligopole de distributeurs. Le régime marocain a transformé la pompe à essence en une machine à broyer le pouvoir d'achat. Les détails, Maria Schouyer. Au Maroc, le carburant s'impose comme la star inattendue de ce début de semestre 2026, mais une star qui inquiète plus qu'elle ne fascine. Dans plusieurs régions du royaume, le diesel a franchi la barre symbolique des 14 dirhams le litre. Une simple visite à la station-service suffit désormais à mesurer l'ampleur d'une inquiétude devenue nationale. Cette flambée n'est pas un phénomène isolé. Elle révèle la vulnérabilité structurelle de l'économie marocaine, fortement dépendante des importations. Le pays subit de plein fouet la crise énergétique alimentée par la guerre au Moyen-Orient. De nombreux observateurs, appuyés par le Conseil de la concurrence, dénoncent aujourd'hui des distorsions tarifaires. Le prix payé par le consommateur marocain intègre non seulement le coût du pétrole brut, mais aussi des taxes fixes et les marges bénéficiaires des distributeurs, ces dernières étant régulièrement jugées excessives par les associations de protection des consommateurs. Résultat, pour des millions de ménages, le budget consacré au transport devient difficilement soutenable. Cette tension à la pompe se répercute partout, sur le prix des produits alimentaires, des matières premières et globalement sur la vie quotidienne. Beaucoup craignent un effet domino susceptible de nourrir un malaise social plus large. Dans tout ça, les mesures entreprises par le Maroc qui tentent de résorber la crise sont critiquées pour leur caractère temporaire et sélectif. Des secteurs comme la pêche ou le transport appellent désormais au retour d'un plafonnement des prix pour stabiliser leur activité et éviter un blocage économique. Au final, l'augmentation des prix du carburant au Maroc en 2026 rappelle à quel point le modèle de libéralisation atteint ses limites, entre dépendance aux importations, tensions géopolitiques et batailles autour des marges. La pompe à essence devient une véritable machine à écraser le portefeuille des Marocains. Conflit russo-ukrainien, le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu ce samedi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour un sommet diplomatique de premier plan. Avant la rencontre, le président Zelensky avait précisé sur le réseau social X que ce déplacement visait à consolider les partenariats stratégiques entre les deux nations. Les discussions qualifiées de substantielles ont porté sur le renforcement de la sécurité régionale, tant en Europe qu'au Moyen-Orient, avec pour objectif prioritaire la protection des populations civiles et la promotion de la stabilité. Et sur le volet énergétique, les exportations russes de gaz naturel liquéfié vers l'Union européenne ont atteint un niveau record en mars. C'est ce qu'a rapporté jeudi l'agence de presse russe TASS. Rien qu'en mars, les livraisons de GNL russes à l'Europe ont totalisé 2,46 milliards de mètres cubes. Un record absolu selon les calculs de l'agence basés sur les données du groupe de réflexion européen Bruegel. Au cours du trimestre janvier-mars, les importations de GNL russes par l'UE se sont élevées à environ 6,8 milliards de mètres cubes contre 5,7 milliards de mètres cubes un an plus tôt. Rappelons que le 24 mars, la Commission européenne annonçait le report d'une proposition initialement prévue pour être soumise le 15 avril qui visait à interdire définitivement les approvisionnements énergétiques russes. Direction la France, ce samedi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville de Saint-Denis pour soutenir le nouveau maire Bali Bagayoko face à une vague d'insultes racistes. La polémique a éclaté suite à des propos tenus sur la chaîne CNews fin mars 2026 où des intervenants ont utilisé des termes tels que grand singe, tribu primitive ou mâle dominant pour commenter son élection. Bali Bagayoko a déposé plainte pour injure publique à caractère raciste. Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant la chaîne et certains de ses invités. Écrivez l'histoire. Écrivez cette histoire. Dites, ici, à Saint-Denis, ville des rois et reines de France et du peuple vivant, nous avons lancé le top départ. Le top départ d'une insurrection populaire, citoyenne,
consciente, déterminée et qui fait une promesse, celui d'atteindre son objectif ultime, faire en sorte que l'égalité soit une réalité et non une promesse. Sport football, d'importantes foules arborant les couleurs nationales ont envahi les rues de Bagdad ce samedi pour célébrer le retour historique de l'Irak sur la scène mondiale du football. Une première en 40 ans. L'équipe nationale a été honorée par un défilé en bus à travers la capitale, marquant ainsi sa qualification obtenue mardi dernier. Ce succès décisif, une victoire 2-1 face à la Bolivie, a permis aux Lions de la Mésopotamie de décrocher l'ultime ticket pour la phase finale de la compétition. Lors de ce tournoi qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, l'Irak évoluera dans un groupe I particulièrement relevé. La sélection devra notamment se mesurer face à la France, au Sénégal et récent vainqueur de la CAN 2026 ainsi qu'à la Norvège. 1000 félicitations au peuple irakien et aux joueurs qui n'ont pas déçu les espoirs de cette nation. Une joie pour 46 millions de personnes attendues depuis 40 ans. Gloire à Dieu et merci. Nos efforts n'ont pas été vains. C'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à tous.